Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode et une nouvelle capsule vidéo concernant le projet Sylvia. C'est une initiative qui aide les PME et collectivités pour leur garantir une gestion complète de risques cybernétiques avec le soutien bien sûr d'un consortium de partenaires majeurs dont le Hub Francia, le Campus Cyber National et aussi plusieurs partenaires nationaux dont Sequoia, Erion, Epita et bien d'autres entreprises. Voilà. Donc je vous invite à regarder la première capsule vidéo de Sylvia pour aller pour voir la présentation du programme et aussi pour voir notre première fiche d'attaque. Donc là, cette deuxième capsule vidéo de fiche d'attaque concerne l'attaque par code malveillant. Et avec moi, Silvio O'Haro, expert CTI chez Glimpse. Bonjour Silvio. Bonjour Sofiane. Et donc là, on va parler de l'attaque par code malveillant qui est un sujet d'actualité. Le projet, il est cofinancé par l'Union européenne et la région Île-de-France. Et donc là, je vous invite bien sûr à aller voir ça dans notre première vidéo de présentation du programme. Le groupe d'attaque de travail d'attaque sur les systèmes d'intelligence artificielle est un groupe de travail qui a été lancé en 2024, qui est chapeauté par le Campus Cyber National, le Hub Francia et le CESA, et donc qui est ouvert à tous les membres, que je vous invite à aller voir. Donc, j'ai mis les différentes livrables et donc que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Pour se situer dans notre architecture des systèmes d'intelligence artificielle qu'on avait proposé dans notre livrable, qui se base sur différents référentiels, dont celui de NIST, du WASP, de Mitre, mais aussi de l'ANSI. Donc là, cette capsule vidéo concerne la partie attaque par code malveillant. Donc la fiche attaque par code malveillant. Vous allez trouver dans notre dernier livrable, celui de février 2026, 17 fiches qui ont été intégrées sur les 34 prévues. Voilà, dans ces versions-là. Et aussi, il y a d'autres versions et d'autres parties concernant surtout la partie agentique qui vont venir dans la version numéro 4. Juste un petit rappel avant d'attaquer le vif du sujet avec Silvio, les fiches d'attaque. Les fiches d'attaque, ce sont des fiches qui permettent un peu pour un RSSI, pour un DSI et pour un CIO en général d'entreprise, d'avoir une idée sur les différentes attaques, sur la catégorie de l'attaque, quel type d'IA, générative ou bien prédictive ou bien autre, et aussi par rapport à un descriptif d'un scénario, mais aussi la partie impact de cette attaque-là, la facilité technique de mettre en œuvre cette attaque, ses conséquences et aussi les étapes du cycle de vie du système qui vont être affectés, et aussi par rapport à un schéma d'attaque en se basant sur le référentiel de Mitre Atlas. En fait, il faut voir ces fiches-là comme finalement des outils d'aide à la décision. Ça s'intègre parfaitement comme outil si on prend l'exemple d'un cycle d'homologation d'un système d'information, où on veut créer une politique de sécurité avant de déployer, ou quand on veut évaluer à nouveau un système d'information dans un cycle, on peut s'appuyer largement sur ce type d'outil si on utilise de l'intelligence artificielle quelque part. Exactement, merci Silvio. Et donc là, le verso de la fiche concerne la partie remédiation, quelles équipes à mobiliser pour pouvoir remédier à cette attaque-là, la partie prévention aussi, ce qui importe le plus dans ces fiches d'attaque. Et donc de se prévenir et de faire de la prévention des attaques et non pas aller jusqu'à la remédiation. Très bien. Et aussi, il y a des parties pour aller plus loin, des exemples concrets aussi et des exemples connus de ces types d'attaques. Et donc là, pour aller encore plus en profondeur concernant l'attaque par code malveillant, nous allons voir avec Silvio tous ces aspects-là. Alors Silvio, pour commencer, une question bien sûr qui est importante et primordiale. Qu'est-ce qu'une attaque par code malveillant ? Eh bien, une attaque par code malveillant, finalement, c'est une attaque qui consiste à introduire un logiciel, un programme,
qui est nuisible dans un système d'information ou un système informatique à l'issue de ses utilisateurs et de ses exploitants. Et le but de ce type d'attaque, ça va être soit de causer des dommages, de voler des informations. Ces types d'attaques, ça peut prendre différentes formes. Là, finalement, c'est une vue macro en termes cyber, hein, mais ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être des virus, des vers, des trojans, des rootkits, des ransomware, etc. Mais ici, finalement, dans le cadre de la mise en application à différents modèles d'intelligence artificielle, il faut voir que au travers du code malveillant, on peut s'attaquer aussi bien à l'infrastructure, mais au modèle lui-même. Donc, on peut retrouver finalement des attaques sous forme d'injection de prompt, d'empoisonnement de données, des trojans qui vont exfiltrer enfin, qui vont ouvrir des capacités à accéder à des informations du modèle, de l'évasion, de l'extraction même des modèles en eux-mêmes, là sur la partie purement intelligence. Et tout ça, dans le cadre de cette fiche, ça peut être mis en œuvre en faisant des attaques par code malveillant. Ok, merci Silvio. Et donc là, dans la première partie, bien sûr, de la fiche, on essaie un peu d'avoir une présentation générique. Donc là, ça va être c'est une définition qui est plutôt pour cette fiche-là. Donc, mais c'est bien sûr, on peut y aller encore plus loin, c'est ça? Par exemple, là, on parle d'ajouter du code malveillant dans des scripts, dans les scripts associés, ou bien en altérant des règles existantes et introduire des fonctionnalités malveillantes dans le modèle pendant le processus d'apprentissage ou de réglage, ce qu'on a fait, ou bien ce qu'on appelle le fine-tuning. Est-ce que dans les exemples là qu'on a dans la fiche concernant le descriptif du scénario, qu'est-ce qu'on pourrait en plus dire de ce descriptif, de ce scénario-là sur la fiche? En fait, ce sont des éléments qui donnent, on va dire, un visuel un petit peu concret. Si on voulait, on pourrait s'appuyer sur des exemples d'infections existants. Par exemple, l'infection au travers des pickles. Je rappelle qu'est-ce que c'est qu'un pickle? Alors, je rentre un petit peu dans le détail technique, c'est un format de sérialisation de données qui est propre au langage Python, mais en fait, le langage Python est utilisé pour sauvegarder ou charger des modèles d'IA. Donc ça s'appuie sur Python pour pouvoir sérialiser et désérialiser du code. Et il s'avère que ce procédé euh, est amené à exécuter du code qui est à un instant T arbitraire et qui n'est pas vérifié au moment de l'exécution. Alors c'est pas une vulnérabilité, en fait c'est by design. En Python, quand on utilise le pickle. En fait, la problématique ici, c'est que comme c'est le pickle qui va être utilisé pour manipuler des données des modèles d'IA, dans ces exemples-là, les attaquants peuvent exploiter ce type de faille. Est-ce que ça va permettre un peu de créer des backdoors ou bien qu'est-ce que ça va permettre de créer ce type? Ça peut permettre tout ce qu'une exécution par code malveillant peut faire. Dans un premier temps, un attaquant va suivre en fait un schéma d'attaque. Il va pas venir forcément complètement, enfin au hasard, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, il va avoir un schéma d'attaque. Il va chercher d'abord à exploiter des vulnérabilités pour s'introduire sur un système, ensuite pour faire la reconnaissance du système, essayer de regarder quels sont les assets qui vont l'intéresser, et ensuite finalement mettre en application ses effets finaux, que ce soit le vol d'informations, le blocage des données, etc., etc. Et là, dans notre exemple, finalement, l'exécution par code malveillant euh, au travers d'un modèle d'IA sur lequel on utilise finalement le mécanique de Pickle, ça peut très bien s'intégrer en début de chaîne, en début de chaîne d'attaque. Ça peut être un espèce de point d'entrée. Ok, d'accord. Et donc là, c'est des types de scénarios possibles un peu pour ce type d'attaque, c'est ça. Autre chose, si on parle à la deuxième partie de la fiche, on parle plutôt de la partie impact et la partie facilité technique de la mise en œuvre de cette attaque-là. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre, Sylvie? Euh, la facilité d'implémentation, elle est dans. Alors, je reste sur l'exemple de mon infection par code malveillant au travers de l'exploitation de l'outil Pickle.
qui est appelé par du Python. Techniquement, c'est facile, c'est accessible. Quelques lignes de Python suffisent, comme je l'ai expliqué juste avant. Il n'y a pas forcément besoin d'une expertise avancée, et il y a beaucoup d'exemples publics en fait qui existent et qui sont déjà bien documentés. Autre élément en fait qui peut être un peu embêtant, c'est que le vecteur de diffusion sur ce type de menace, il est ultra simple. Il suffit de publier un faux modèle sur une plateforme publique en lui donnant un nom, on va dire crédible, qui va apporter de l'attractivité. Si on prend l'exemple des repos publics comme GingFace ou GitHub, beaucoup de chercheurs ou des gens qui ont envie finalement même, ne serait-ce que juste d'expérimenter l'IA, c'est vrai que c'est très à la mode dans beaucoup d'entreprises. On va demander finalement aux informaticiens dont c'est peut-être pas forcément le métier de base, de dire bah tiens, moi j'ai besoin d'un modèle en interne, est-ce que tu peux me monter ça? Bah, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller naturellement chercher sur Internet ou demander même à son Claude préféré, par exemple, ou à son LLM à côté, comment on va faire ça? Ben, si le modèle, finalement, le vecteur de diffusion est correctement monté et avec de suffisamment d'attractivité, bah, c'est quelque chose qui va remonter dans les exemples. Et donc, la cible potentielle, elle va être à même à aller récupérer en fait ces informations-là, les télécharger et les jouer, et des fois contre toute vigilance, malheureusement. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est intéressant en termes de facilité d'implémentation, c'est la détection. En fait, le fichier Pickle, quand il est malveillant, il n'est pas forcément simple à distinguer d'un fichier légitime sans l'exécuter. C'est-à-dire qu'en statique, si on n'a pas les outils spécifiques qui permettent de détecter ce type de menace, eh ben, ça peut être des éléments qui peuvent rester longtemps dans un système et se charger à chaque fois que quelqu'un va appeler le modèle, parce que le pickle, c'est ça, c'est un script qui va être exécuté à chaque fois qu'on va vouloir charger le modèle, donc à chaque fois qu'on va vouloir démarrer le logiciel, par exemple, pour aller discuter avec notre LLM en interne, bah, ça va charger ça. Et si on n'a pas d'éléments qui viennent régulièrement vérifier et identifier ce type de menace, bah, ça rend la détection assez difficile. En gros, sur ces axes-là, ce qui va demander des efforts, c'est vraiment la partie ciblage en fait de l'attaquant, soit d'une organisation, soit d'une cible potentielle, et après il va pouvoir rester potentiellement discret. Mais pour une attaque opportuniste de masse, bah, la barrière à l'entrée, elle est finalement assez facile à franchir. Je sais pas, est-ce que ça a une relation avec ce qu'on vient de voir dernièrement, l'attaque d'Axios, en quelque sorte? Alors, c'est pas. Alors, on est sur des attaques de type supply chain, effectivement, là-dessus. Je pense que c'est ça, c'est là-dessus que tu voulais mettre le doigt. Supply chain, c'est-à-dire qu'on va finalement rendre on va mettre à disposition des assets qui sont vulnérables, les rendre attractifs pour que les gens soient amenés à utiliser ces assets-là au lieu des vrais assets publics qui sont un peu certifiés. Si la personne qui les télécharge et qui les utilise n'est pas assez vigilant, et ben effectivement, là, il peut se faire prendre dans ce qu'on appelle l'attaque par supply chain. Alors, si on fait le lien avec l'attaque d'Axios, enfin l'attaque Axios, qui mettait en œuvre des packages NPM. Alors, les packages NPM, ce sont des repositories de bibliothèques JavaScript. JavaScript, je rappelle, c'est utilisé dans tous les sites web pour pouvoir afficher du contenu dans vos navigateurs web. Et certains développeurs n'ont pas forcément eu le réflexe, mais parce que un projet peut prendre en compte énormément de bibliothèques à un moment donné. Donc malheureusement, ça devient des fois facile un peu de passer sous le radar. Et dans le cadre d'Axios, ils ont téléchargé des bibliothèques dont la promotion était correctement faite finalement sur Internet. Ils ont téléchargé ces packages qui sont malveillants et l'attaquant a pu avoir une espèce de porte d'entrée dans les systèmes pour faire ce qu'il voulait faire. Donc le rapprochement, finalement, il se fait sur l'aspect attaque par la supply chain, donc par la chaîne d'approvisionnement. Et là, si on parle d'impact de cet exemple d'attaque-là, que ce soit Axios ou bien autre, par code malveillant en général, et donc ça a une
très grand impact sur la partie disponibilité, la partie intégrité. Oui, oui, j'allais y venir, effectivement. Si on mesure l'impact selon ce qu'on appelle la triade CIA, donc confidentialité, intégrité, disponibilité, que normalement tout bon décideur a en tête quand il doit évaluer ou homologuer un système d'information, les impacts sont forts, puisque une exécution de code malveillant en porte d'entrée, en fait, c'est une porte d'entrée pour un attaquant. Donc l'attaquant ensuite, une fois qu'il a sa porte d'entrée, il va chercher à se latéraliser, il va chercher à maintenir ses accès. Mais une fois qu'il a ses accès, il va faire quoi? Et ben, il va vouloir, à un moment donné, son but, ça va être soit de voler des données sensibles, des clés d'API, des données d'entraînement, des fichiers internes, avec de la fuite potentielle de données soumises au RGPD. Là, on est sur un impact très fort au niveau de la confidentialité. Il peut aussi être amené à modifier de manière silencieuse. Le but, c'est de ne pas se faire voir. Si on focus à nouveau sur le domaine de l'intelligence artificielle, il peut modifier les poids d'un modèle, il peut introduire d'autres backdoors dans d'autres modèles, il peut venir corrompre la pipeline de machine learning pour produire in fine des résultats falsifiés sans que personne s'en aperçoive. Là, on va être plutôt sur l'aspect impact sur intégrité de la donnée, que ce soit celle qui est en entrée ou celle qui est en sortie, puisque je parlais de corruption de pipeline de machine learning. Il peut aussi très bien mettre en œuvre des éléments qui vont impacter la disponibilité en fait des éléments. S'il vient à chiffrer ou détruire avec un ransomware par exemple les données ou les modèles en machine learning ou le serveur du machine learning, bah là le service peut ne plus être disponible et on peut avoir une forte interruption une interruption complète de la production. Donc finalement, ça a un impact assez fort. De toute façon, c'est indiqué dans la fiche, un impact vraiment élevé, que ce soit sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, soit des données, soit des modèles d'IA. Mais aussi un peu sur la partie fiabilité aussi, puisque dans la fiche, on avait rajouté, oui, ce critère-là de fiabilité de données. Donc là, il va y avoir un impact très élevé par rapport à la fiabilité de données si ce type d'attaque, bien sûr, crée une sorte de backdoor et donc ça va permettre un peu de comment on appelle ça déjà, corrompre les différentes données Ouais, dans c'est ça. la partie fiabilité. Ok. Et les conséquences, Silvio, sur ça, est-ce qu'on pourrait, disons, mesurer ces types de conséquences? Voilà. On peut toujours sortir des indicateurs. Après, comme je l'ai dit, vu compte tenu des différents impacts que ça a, les conséquences, elles peuvent être énormes selon les entreprises. On a vu des entreprises qui se sont pris des ransomware qui mettent la clé sous la porte, hein. Je veux dire, la conséquence, elle peut être financière, elle peut être déjà l'image de la société, l'image d'une société qui s'est fait attaquer et qui s'en relève pas. Enfin, de toute façon, même si elle s'en relève, il y a toujours une image. Et le pire, c'est qu'elle s'en relève pas, malheureusement. Toujours sur l'aspect un peu, pardon, il peut y avoir aussi un aspect humain. Une société qui se relève pas de ce type d'attaque, c'est des gens qui peuvent ne plus avoir de travail. Enfin, on a quand même des impacts, ça faut en avoir conscience, qui sont très forts et qui ne sont de on aura beau dire tout ce qu'on veut, si on fait pas suffisamment de prévention, euh, et de formation en amont. La problématique, c'est que quand une attaque comme ça arrive et qu'on a une boîte qui ferme, les assurances, elles vont pas toujours être là pour venir finalement payer quelque part derrière. Donc l'impact, il est fort. Donc si on peut utiliser ce type d'outils pour faire de la prévention en amont, pour faire de l'étude de risque, dans le cadre d'une homologation de certains systèmes d'information qui intègrent ces technologies-là, il vaut mieux le faire en amont. De toute façon, ça coûte moins cher déjà. Ok, ok. Très bien, Silvio. Merci beaucoup pour ces explications-là. Donc là, si on part un peu vers la partie schéma, un exemple de schéma d'attaque par code malveillant. En fait, là, si on se réfère au référentiel MITRE-Atlas, qui, je rappelle, c'est un référentiel qui est dédié pour, disons, les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc là, comment on pourrait, lorsqu'on est attaqué, voilà, quel est le schéma d'attaque en fait, quel est le schéma d'attaque pour après connaître ce qu'on appelle la kill chain en cybersécurité, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, en cybersécurité, on parle effectivement de kill chain. J'en ai parlé un peu plus tôt, donc j'ai spoilé un petit peu finalement cette fiche-là. Mais dans le cadre de l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur, par exemple, l'exploitation alors c'est pas une vulnérabilité, j'insiste sur le pickle, c'est que c'est une feature. Là, on va être sur l'exploitation d'une fonctionnalité pour avoir finalement un premier point d'entrée. Donc, on va être plutôt sur le début de la keychain. Donc, l'attaquant va utiliser ça pour s'ouvrir une porte et finalement pour avoir son accès initial. Mais avant ça, pour que ce soit très pertinent, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Il faut qu'ils rendent les éléments qui vont être utilisés par ces cibles, il faut qu'ils les rendent attractives. Pour les rendre attractives, bah, il va falloir qu'il ait la capacité finalement à faire de la veille et à pouvoir faire un peu de la reconnaissance. S'il veut faire des attaques ciblées sur certains types d'entreprises, l'attaquant, mais ça c'est vrai de toute façon pour la cyber en règle générale, du coup ça s'applique dans le cadre de l'IA, il va faire la reconnaissance avant, il va essayer de voir sur les cibles potentielles qu'est-ce qui est intéressant, par quels endroits il va identifier un petit peu les failles et en fonction de ça, en fait, il va construire son package pour le rendre attractif. Est-ce que là on parle, Ensuite, ouais, pardon, est-ce vas-y, que ouais. là on parle de social engineering, Silvio, ou bien? Ah bah, on peut parler complètement de social engineering, rendre un modèle attractif, ça va finalement, ça s'appuie en fait là-dessus. Euh, la partie attractive, c'est il faut que ça plaise aux gens. Pour que ça plaise aux gens, il faut savoir ce dont les gens ils ont envie. Pour savoir ce dont les gens ils ont envie, bah, très souvent, on va pouvoir regarder les trends et les choses comme ça. Et ensuite, le but, ça va être de forger quelque chose qui se fait passer pour quelque chose de légitime, mais qui quand même donne envie. Donc, quelque part, oui, on s'appuie sur des techniques de manipulation. Malheureusement, c'est ça, quoi. Mais de social engineering, ouais. Hmm. Donc là, quand on parle, ça c'est la partie reconnaissance, disons, mais quand on parle de préparation des ressources, qu'est-ce qu'on Et ben, entend? la préparation des ressources, là, typiquement, ça va être comment l'attaquant va forger dans ce cadre-là, soit son modèle, et ça va être la manière dont il va le référencer. Ça va être, par exemple, bah, il fera peut-être le choix de publier, si c'est un modèle, plutôt sur du Hugging Face, puisque c'est là où beaucoup de chercheurs, ou beaucoup de personnes qui ont envie de mettre en œuvre de l'IA en local chez eux, le Hugging Face, c'est un peu le repository de certains modèles publics. Le problème, c'est que tout ce qui est publié sur ces plateformes-là n'est pas forcément contrôlé. Donc ça va être plutôt dans le cadre de la préparation, d'aller créer des packages, d'aller créer les scripts associés, de créer son scénario avant de le tester et ensuite de le déployer sur une ou plusieurs plateformes. Là, on est plutôt sur cette phase-là, oui, effectivement. Ok. Et donc après, ça va être l'accès initial. Comment ça marche un peu cet accès initial là, Silvio? Eh ben, si je reprends l'exemple des pickles, l'accès initial se fait exactement au moment où la cible va exécuter le modèle. C'est-à-dire qu'il va voir qu'il y a des modèles qui l'intéressent, il va aller les télécharger, il va être un peu hameçonné finalement quelque part par ce modèle qui donne envie. Il va le télécharger et l'accès initial, il se fera à partir du moment où la cible va exécuter le modèle avec les scripts malveillants qui sont associés, puisque je rappelle que là, le but c'était d'imager finalement une attaque par code malveillant. Dans le cadre du pickle, donc je rappelle que c'est une méthodologie liée à du Python qui permet de charger les modèles. Donc à chaque fois que la cible va charger son modèle, il va, ou enfin potentiellement un attaquant, il va avoir tout intérêt dans du code malveillant à cet endroit-là, par exemple, à ouvrir une backdoor. Et c'est ce mécanisme d'ouverture de la backdoor qui est fait au moment de charger le modèle qui constitue l'accès initial. C'est-à-dire que la backdoor va s'ouvrir, elle va aller notifier l'attaquant à distance, par exemple, coucou, bah, je suis ouvert, je suis en écoute, bah, tu peux venir te connecter. Et l'attaquant, lui, va avoir cette notification, il va venir se connecter à distance. Et là, on est vraiment dans la constitution de l'accès initial en lui-même. Et donc après, ça va être l'exécution.
Et ben après, la partie exécution, ça va être surtout exploité. Là, c'est des phases qui sont pas directement liées dans notre exemple finalement au modèle d'IA, mais ça va être plutôt les phases suivantes d'une attaque assez classique, où il va aller essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur le réseau, etc. Enfin, voir ce qui l'intéresse, essayer de faire de la reconnaissance, essayer de maintenir son accès, etc. Et donc là, dès qu'on a, disons, un modèle d'IA corrompu, ou bien un modèle qui est vérolé, ben ça va être de l'évasion, c'est ça l'évasion de données, ou bien il y a d'autres, Oui, tout à disons, fait. qui sont les types de conséquences en fait par rapport à ça. Eh bien, effectivement, quand on pense à ce genre à ce type d'éléments, pour lui, le but, une fois que l'attaquant il va être fixé quelque part dans un SI, c'est il ne faut pas qu'il soit détecté. Pour ne pas être détecté, il va mettre en œuvre des mécanismes pour évader. Donc, ça peut être au travers de, comme je l'expliquais tout à l'heure, le pickle, ça reste quelque chose qui, une fois qu'il est mis en place, qui n'est pas si simple que ça à détecter. Donc, déjà, rien que ça, c'est une forme de méthode d'évasion, finalement, quelque part. Ensuite, s'il arrive à corrompre d'autres assets dans le système, que ce soit d'autres modèles, d'autres scripts de chargement de modèles, et ben, effectivement, il va pouvoir mettre en œuvre tout un ensemble de mécanismes pour passer sous le radar. Et ça va être la corruption de modèles, ça peut être la corruption aussi des chaînes, ce qu'on va appeler la partie MLOps, c'est la mise en œuvre enfin, toutes les chaînes de machine learning qui vont permettre de forger le modèle. S'il réussit à avoir un accès à cet endroit-là, il va placer des éléments qui vont lui permettre en fait de, de pouvoir rejouer ses attaques sans être vu. Et donc là, je vois impact shell inversé. En fait, qu'est-ce que ça concerne exactement? Alors, eh bien, le shell inversé, là, dans ce cas-là, c'est vraiment le mécanisme. Quand je parlais tout à l'heure de la cible qui va exécuter le modèle corrompu, le modèle corrompu va ouvrir une backdoor. Cette backdoor, c'est un shell inversé. Ce qu'on appelle le shell inversé, c'est que ça va notifier l'attaquant, OK, tu peux venir te connecter. J'ai ouvert une connexion. Quand l'attaquant vient euh, il fait pas dans un premier temps une prise en main à distance, comme on imagine un remote desktop, il va avoir la souris Windows. Dans un premier temps, il va avoir une ligne de commande. Et cette ligne de commande, en fait, elle va lui être mise à disposition par la backdoor qu'il a potentiellement forgée avant. Et cette ligne de commande, elle va venir avec un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de faire, comme je disais, de la reconnaissance, de voir un peu où il est installé. Et en fait, ce reverse shell, c'est exactement ce mécanisme-là, quoi. Ok. Ah, donc là, si on peut avoir une idée générale sur ce type de schéma d'attaque, Silvio, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ben, disons, au DSI ou bien au RSSI lorsqu'ils voient ce schéma d'attaque? Bah, sur ce type de schéma d'attaque, euh, je dirais que ce qui va être intéressant, c'est de montrer que c'est rapide, ça peut être très rapide à un attaquant à mettre en œuvre, euh, et que, comme je le disais tout à l'heure, la problématique, c'est que en termes de détection, parfois, enfin, c'est facile à mettre en œuvre par l'attaquant. En fait, c'est ça, je pense vraiment qui est important quand on voit ça, c'est que ça nécessite pas des étapes, on va dire, extrêmement complexes. À partir du moment où la cible a téléchargé le modèle, elle l'a exécuté, j'ai envie de dire, c'est game over, quoi. Et c'est ça, en fait, sur ce schéma d'attaque-là, c'est que c'est rapide et facile pour l'attaquant. Donc, il faut réussir à identifier les éléments euh, qu'on va vouloir placer en protection justement pour limiter ou enrayer ce type de schéma d'attaque. Ok. Mais si, par exemple, ce qui vient par la suite, ça va être la partie remédiation. Si, par exemple, Oui. voilà, notre SI, il a été attaqué par ce type d'attaque, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme action de remédiation et quelle équipe mobiliser par rapport à ça? Ah effectivement, oui. Effectivement, alors il y a tout un processus qui se met en œuvre, c'est pour ça que ça coûte cher de se faire attaquer, parce que dans la plupart des cas, déjà il faut pouvoir détecter l'attaque. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut avoir des équipes et ou des matériels dédiés pour pouvoir identifier ça.
Ensuite, une fois que l'attaque, soit elle est en cours, soit elle est terminée, on parle souvent de post-mortem quand c'est comme ça. Il y a tout un tas de choses finalement qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Déjà, dans un premier temps, quand on a détecté l'attaque, il va falloir pouvoir mener des investigations, analyser des logs pour reconstituer les timelines. Donc là, on rentre dans une phase de réponse à incident quelque part. Et la réponse à incident, bah, si on n'a pas une équipe dédiée et spécifique qui sait faire ça, qu'on fait appel à des prestataires, bah c'est pareil, ça a un coût, bien évidemment. Et donc, eux, ils vont mener ces investigations. Investigations, ils vont analyser les logs pour essayer de reconstituer ce qu'on appelle les timelines et l'étendue de la compromission. Est-ce que l'attaquant, il a touché qu'un modèle, plusieurs quels sont les assets qu'il a pu compromettre identifier si effectivement le modèle dont on parle lui-même, il a été compromis et s'il a été déployé en production. Ensuite, le but, c'est d'identifier depuis combien de temps? Parce que peut-être que l'attaquant, ça fait déjà des mois et des années qu'il est là, donc il a eu tout loisir d'avoir un pouvoir de nuisance assez élevé. Et après, bah, il faut vérifier s'il y a d'autres machines ou d'autres assets qui ont été atteintes. Ensuite, ça c'est la partie investigation. Donc le but de la partie investigation de la réponse à incident, c'est vraiment de se faire un visuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Où est-ce qu'il est? Et faire un état de l'art. Donc ça, c'est Ensuite, les équipes SOC qui font ça, Silvio, ou bien... SOC, certes, non, alors SOC, certes, SOC, alors ça dépend des entreprises. Parce que je pense que toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'avoir des équipes SOC et certes, ça reste oui, c'est ça, ça reste des services qui sont bah, relativement, qui ont un coût assez élevé. Euh, En règle générale, les équipes SOC vont être plutôt sur le volet détection. C'est-à-dire que l'idée, ça va être plutôt de détecter avant l'attaque. Euh, les équipes certes sont plus souvent là. Alors je dis, ça reste plus souvent. Ça ne veut pas dire que certaines équipes font pas le boulot des autres, parce que sur une équipe SOC, c'est un peu comme finalement une équipe qui va faire de la comment on appelle ça, du support. Il va y avoir plusieurs niveaux. Très souvent, dans des équipes SOC, il va y avoir SOC L1, L2, L3, selon le niveau, et à chaque fois qu'on va avoir des détections, ils vont escalader les alertes finalement. Mais le SOC va être là pour trier les alertes sur la mise en détection. Très souvent, les équipes CERT, par contre, sont plutôt là pour faire l'investigation. Donc l'investigation, que ce soit avant l'attaque, c'est-à-dire si on détecte des éléments, ils vont créer des règles qu'ils vont pouvoir donner ensuite aux équipements qui sont monitorés par les équipes SOC pour faire la détection. Mais les équipes CERT, par contre, sont très souvent, CERT, on dit CERT ou c'est CSERT, qui sont les équipes qui vont mener la plupart du temps les actions d'investigation et qui vont venir proposer la remédiation. C'est pas toujours les équipes CERT qui font la remédiation. La remédiation, bien souvent, c'est plutôt aux équipes, dans le cas d'une entreprise qui se fait attaquer, la remédiation, elle est mise en œuvre par les équipes qui mettent en œuvre le SI. Les équipes CERT, elles vont plutôt venir pour faire l'investigation et proposer de la remédiation. Ok. Bon, ça va être plutôt ceux qui font du DevOps ou bien ben, la partie déploiement aussi, mais C'est aussi ça. il y a un peu avant pour pouvoir Ah, tout à fait. Bah, nettoyer. quelque part, dans ces mécanismes-là, si on veut parler sur la partie, donc une fois qu'on a fait l'investigation, les équipes, certes, elles peuvent proposer de la remédiation. En termes de remédiation, il y a tout un panel d'outils et qui sont finalement communs dans le monde entre le monde de la cyber et l'IA. Ça va être, par exemple, de reconstruire les environnements à partir d'éléments qui sont sains. Donc, bah, il va falloir partir de sauvegardes. Après, bah, si les sauvegardes n'ont pas été faites en amont, bah, ça va peut-être être simplement de proposer une fois que le SI sera reconstruit, des politiques Ok. pour dire bah ok, on va faire des sauvegardes. Ça peut être aussi de l'audit. On parlait tout à l'heure de l'aspect homologation de nos systèmes d'information en amont. Auditer l'ensemble des modèles et des pipelines pour détecter soit déjà d'éventuels backdoors ou soit des vulnérabilités potentielles pour essayer de les réduire. Et ça va être aussi, j'en parlais tout à l'heure, de notifier. On parle souvent de parties prenantes dans ces domaines-là, sur si jamais il y a des données personnelles qui sont exposées, la CNIL, le RGPD, et puis en cas d'incident, ça va être bien évidemment de déclarer les incidents au plus tôt. Sinon, d'autres mécanismes qui peuvent être proposés en remédiation, mais plutôt remédiation au sens on veut, du coup, on doit reconstruire notre système. Dans ce cas-là, je parlais tout à l'heure d'amélioration. Ça peut être de mettre en place conduire des retours d'expérience sur comment l'attaquant il a travaillé, comment il a pu entrer,
faire alors pas de la formation, mais plutôt de la, de la sensibilisation finalement des équipes. Faire la mise à jour, tu en parlais tout à l'heure, Soufiane, faire la mise à jour des politiques de sécurité et toute la partie MLOps et la mettre en conséquence finalement. Et intégrer, ça peut être intégrer des contrôles automatiques en chaîne d'intégration, en chaîne de déploiement, puisqu'on parlait des ops tout à l'heure, des DevOps, pour analyser les modèles à chaque étape du pipeline, toujours dans un esprit du moindre privilège et de ne pas faire confiance au bloc précédent. Ça, c'est vraiment quelque chose finalement d'important, quoi. Euh, Comme tu disais tout à l'heure, Silvio, ça coûte cher d'être attaqué. Et donc la partie remédiation, ça coûte cher. Donc là, comment on pourrait s'en prévenir? Donc quelles sont les actions? Ben, bien sûr, dans la fiche, il y a la partie prévention. Comment on pourrait se prévenir de ces types d'attaques-là? Les types de prévention, en fait, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est assez commun en fait à ce qu'on va trouver dans le monde de l'IT. L'idée, c'est il faudrait se dire qu'il faut traiter un modèle d'IA comme n'importe quel composant logiciel du système d'information avec ses exigences. Et notamment ici, si on prend un volet plus prévention, il va y avoir finalement dans les exemples là, qui sont cités, on parle de, par exemple, ça touche différentes populations hein, finalement, hein, parce que ça ne touche pas que les gens qui vont utiliser les modèles d'IA, mais ça va toucher toutes les personnes qui vont mettre en œuvre. Là, ici, on parlait dans ces exemples-là de mettre en place entre guillemets, de la traçabilité et des contrôles d'accès sur les modèles et sur les données d'apprentissage. On va demander aux utilisateurs de vérifier finalement leur identité, de vérifier aussi les actions qu'ils font, de vérifier d'où proviennent les données. Je parlais de traçabilité, ça va être très important. On parle aussi de faire quel type de bibliothèque on fait télécharger. Là, quand on va par exemple dans Hugging Face, qu'on disait, on télécharge un modèle et puis après on l'exécute. Déjà, il faut un peu faire de l'analyse de ce modèle-là, c'est ça, ou bien en fait là il y a des chercheurs. D'ailleurs, c'est dans les références qui ont trouvé Ouais. plus de 100 modèles qui sont corrompus dans Hugging Face. Et donc là, en fait, c'est comment on pourrait faire ça aussi. Pour moi, le plus simple pour se prémunir de ces problématiques liées à l'attaque par code malveillant, mais sur la supply chain, ça va être de s'inspirer très largement des pratiques, on appelle ça les SBOM, les Software Bill of Materials, mais les appliquer à l'IA et de maintenir toujours, tant que faire se peut, un inventaire assez précis de tous les modèles, de toutes leurs dépendances, de leur provenance, et d'essayer d'exiger un petit peu des fournisseurs de modèles des garanties contractuelles sur l'intégrité de leur livrable. Et ça, ce sont des processus qui peuvent être mis en œuvre de manière, une fois qu'on en a fait l'analyse, en tous les cas de manière quasiment automatisée aux différentes étapes de vie et de manipulation d'un modèle. On parle souvent de chaîne CI/CD puisque c'est ce qui va être amené à être utilisé pour construire, mettre en place, faire l'exploitation, mettre à jour les modèles. Donc oui, ce sont des pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Et l'idée de la prévention, c'est de bien expliquer aux équipes dont c'est le métier de faire ça, de pourquoi on le fait et qu'il faut justement le faire sur la mise en application des moteurs et des modèles d'IA. Si on reprend l'image, hein, toujours pareil, de la sécurisation des systèmes d'information, euh, enfin, d'habitude sont mis en place des cycles de vie et de maintien en conditions de sécurité, on appelle ça les MCS, que ce soit qui permettent d'identifier les potentiels risques et les vulnérabilités au moment de l'acquisition, de la validation, de l'homologation et de l'intégration finalement dans un système d'information, de la production, hein, je parlais tout à l'heure production, mise en œuvre, et surtout c'est le parent un peu pauvre malheureusement dans ce domaine-là, mais ce sur lequel il faut être très vigilant, c'est la révision
la réévaluation régulière, la mise à jour des modèles, la veille sur la découverte de nouvelles vulnérabilités pour venir les patcher. On est vraiment sur, quelque part, c'est ça, pour moi, c'est un cycle de vie Ok. et pour essayer de garantir un maintien en conditions de sécurité, ce qui est vrai pour la cyber, doit être complètement appliqué pour la mise en œuvre des modèles d'IA. Et donc là, en fait, on retrouve aussi par rapport à la partie prévention un peu la signature de code. Qu'est-ce on entend dire par exemple, la signature de code ou bien voilà, les mécanismes de détection. Eh ben, alors la signature de code, dans ce cas-là, pour moi, elle s'intègre parfaitement dans la partie confiance dont on parlait tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure d'acquisition et de la confiance de l'endroit où on va aller chercher les modèles. Et ben finalement, la signature de code, c'est un mécanisme technique qui peut être mis en œuvre justement pour vérifier cette source. Je rappelle la signature de code, l'intérêt c'est de pouvoir faire un report de confiance dans finalement l'entité qui est juste avant dans la chaîne. Donc si c'est un mécanisme qui peut être mis en œuvre pour finalement faire confiance dans les assets qu'on va aller récupérer à l'extérieur et qu'on va exploiter. Ok. Et bien sûr, on parle de formation des utilisateurs. Ça, c'est très important par rapport aux équipes. Et je pense que disons, ta longue carrière en cybersécurité, c'est toujours la formation un peu qui initialise les gens à ce. Oui. En fait, la formation est importante, enfin, moi, je tiens toujours à préciser que il faut pas qu'elle soit vue comme une punition par les utilisateurs. Parce qu'une erreur, ça peut arriver, et une attaque qui est parfaitement bien ciblée, parfois, c'est compliqué et le problématique, c'est que souvent, dans ce cadre-là, les utilisateurs, ils ont l'impression d'avoir fait des bêtises et de devoir être punis. Mais il faut essayer de sortir un peu de ce cadre-là et pour moi, la prévention et la formation sont des outils qui sont, parfaitement, adaptés à accompagner finalement l'utilisateur dans une démarche d'un maintien en conditions de sécurité. Heu, Ici, dans notre cas, par contre, parce que ça s'applique toujours pareil au monde cyber, mais la formation, dans ce cas-là, il faudra quand même qu'elle soit appliquée au domaine de l'IA parce qu'elle a ses spécificités. On parlait tout à l'heure de la spécificité, des modèles au travers que ce soit de ces, données pour ces jeux d'entraînement, que ce soit le modèle en lui-même qui peut être corrompu, que ce soit le modèle qu'on va déployer qui peut corrompre d'autres éléments ou que ce soit les modèles de structure pour la mise en œuvre du modèle qui peuvent être corrompus et liés à ces différentes spécificités, eh ben, il va falloir avoir la capacité à adapter la formation à ces technologies spécifiques. Ok, ok. Et donc là, Silvio, dans la fiche, il y a la partie pour aller plus loin. Donc, en fait, dans ces types d'attaques, pour aller plus loin, il y a la partie, les différentes, disons, ressources. Qu'est-ce que tu peux en dire sur cette partie-là? Bah, c'est que finalement, ce qui est proposé, moi, je trouve, c'est enfin, un peu plus qu'un bon point d'entrée. L'idée, c'est quand même d'avoir conscience de ce qui se fait, de ce qui est déjà arrivé et des exemples d'attaques qui sont déjà arrivées pour permettre ensuite de tirer des leçons, en fait, quelque part et de mettre en œuvre que ce soit, des règles. Je parlais tout à l'heure, finalement du travail, très intriqué entre des équipes SOC et des équipes CERT. Identifier une attaque, c'est intéressant, mais c'est intéressant surtout parce que dans un cadre de remédiation, on va pouvoir produire des règles qu'on va pouvoir ensuite venir donner et mettre en détection. Bah, ici, finalement, quelque part, pour aller plus loin, ça va être ça. Ça va être, d'avoir des exemples
ou aller chercher potentiellement des niveaux de connaissances, que ce soit très techniques ou un petit peu plus organisationnels, pour essayer de réduire au maximum le risque lié au déploiement d'un modèle d'IA et notamment se prémunir du risque d'attaque par code malveillant. Et donc là, on parle des différentes vulnérabilités qui étaient sur GitHub, Copilot et Cursor, et aussi en fait par rapport à les différentes attaques par modification des règles qui sont existantes je rappelle qu'il y a des regex qui permettent un peu de définir et d'identifier des différentes attaques qui ont été déjà faites, c'est ça? Et donc ces C'est règles ça. elles permettent de C'est ça, détecter. c'est des règles, un peu comme des règles, de toute façon les règles, les signatures antivirales sont des règles, hein, tout ce qui va être détection statique, sont basées sur des règles et les règles, c'est comme tu l'as précisé, c'est très souvent ni plus ni moins que des regex qui sont forgés, pour identifier, certains types d'éléments malveillants qui ont déjà été vus. Et donc là, si la regex ou bien la règle elle est corrompue, donc ça va pas permettre d'identifier les. Ah bah là non, 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 là non. Là effectivement, effectivement, l'attaquant, s'il réussit aussi à corrompre, ces règles-là, effectivement, bah, on va avoir, on va invalider finalement les moteurs qui vont être dédiés à faire la détection de ces menaces-là. Ok. Voilà. Et puis une dernière partie qui concernait des exemples, voilà, connus de types d'attaques par code malveillant. On parle d'injection de code malveillant dans un modèle d'IA. Et donc là, on parlait tout à l'heure de la plateforme Hugging Face qui est très connue par rapport au téléchargement des modèles et qui contient plusieurs centaines de milliers de modèles LDA. Ouais. Et donc là, qui ont été empoisonnés. Et donc là, il y avait plus de 100 euh, modèles empoisonnés ou bien de modèles, disons, corrompus ou même des malwares. Voilà, si tu as d'autres remarques, Silvio, d'autres points à soulever par rapport à ces parties-là, par rapport à la fiche, n'hésite pas. Non, bah moi, pour moi, le point vraiment important, je dirais à retenir, c'est que la fiche, il faut vraiment la voir comme un outil d'aide à la décision, un outil d'aide comment on appelle ça, à intégrer dans une homologation, dans des études de risque, avec des exemples concrets, parce que pour montrer que ça existe, c'est pas juste pour rajouter des étapes dans un process qui est déjà assez lourd. Le but, c'est d'essayer de limiter, on dit toujours limiter les risques, donner des risques résiduels, pour maintenir finalement une condition de sécurité suffisante dans nos systèmes d'information. Mais il faut vraiment avoir en tête que pour moi, l'IA doit sortir de ce qu'on appelle un petit peu le shadow IT dans lequel elle se trouve souvent dans les organisations. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de traiter un ou les modèles d'IA comme n'importe quel composant logiciel d'un système d'information, avec ses différentes exigences de traçabilité, de validation, je le disais, de maintien en condition de sécurité. Ça fait partie des mesures finalement organisationnelles les plus structurantes pour lutter contre ce type de menace. Donc voilà, pour moi, les fiches, ce sont vraiment des outils pour s'aider à faire ça. Yes. Merci Silvio. Merci pour Je t'en prie. l'explication et pour tout le temps que tu as pris pour pouvoir un peu, disons, vulgariser le contenu de la fiche. Et bien sûr, c'est très important de savoir à quoi ça va servir cette fiche-là et comment l'utiliser et comment la mettre en pratique pour les DSI, pour les RSSI, mais aussi pour toutes différentes personnes d'équipe, que ce soit IA, des développeurs, disons aussi les équipes de cybersécurité en général. Et je rappelle juste un peu que cette fiche-là, elle a été menée, bien été rédigée et produite en collaboration avec Eric Savignac, qui est expert en intelligence artificielle et cybersécurité, et aussi avec Camille Médon.
Voilà. Ben, j'espère que cette capsule vidéo a été intéressante et a un peu expliqué ce qu'il fallait faire, disons, le contenu de la fiche attaque par code malveillant. Et je vous donne rendez-vous avec d'autres personnes du groupe de travail concernant l'analyse des attaques de systèmes d'intelligence artificielle et donc pour une nouvelle fiche d'attaque.